Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Hola Iris, ¿qué tal? Hola François, tout va bien, écoute, merci beaucoup. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Donc pourquoi parler en espagnol? Eh bien parce que tu es à Madrid, c'est ça? Exactement, depuis quelques mois, je suis installée à Madrid. Et donc tu m'expliquais que l'Espagne quand même a une sacrée influence dans ta vie. Depuis tout petit, Absolument, tu es comment dire, connecté à ce pays, à sa culture. absolument, j'ai grandi à Madrid jusqu'à mes 7 ans. Donc l'Espagne et puis toute sa culture, ça me parle. Et puis là, récemment, l'envie d'y retourner. Pour des raisons personnelles et pour des raisons aussi professionnelles, parce qu'on développe l'Espagne en ce moment. D'accord. Ah, écoute, on va en profiter, Iris, pour que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'anime. Mhm. Donc, je suis Iris Lucidarme, je suis cofondatrice de Neo Gusto, l'agence de voyage culinaire, une agence que l'on a créée en période de post-pandémie. Je suis du coup dans le secteur du tourisme depuis un moment. J'ai fait des études de droit, mais j'ai très vite bifurqué vers le tourisme, parce que j'ai fait un master en tourisme au sein de l'IREST. Et j'ai par la suite, du coup, continué cette voie qui m'a passionnée. J'ai travaillé dans différentes entreprises du voyage. Chez Air France, j'ai monté un projet social aussi en Colombie autour du tourisme et de la formation. Et puis par la suite, je suis rentrée en France pour travailler chez Buy Native, une agence de voyage filiale du groupe Voyageurs du Monde. D'accord. Et puis là, aujourd'hui, ça fait donc plus de 2 ans, 3 ans même, qu'on travaille sur Neo Gusto, et ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à vendre des voyages culinaires. L'idée, avec Neo Gusto, c'est de découvrir une destination par sa gastronomie, par ses habitants locaux. D'accord. D'où vient cette idée justement du voyage culinaire? D'où vient l'inspiration? Alors avant toute chose, je pense que Neo Gusto, c'est une histoire d'amitié et la rencontre de 2 passions communes, le voyage et la gastronomie. Donc j'ai créé Neo Gusto avec Anne, mon associée, avec qui je travaillais justement au sein de l'agence de voyage Buy Native. Et au fil des discussions, donc on est devenus déjà très amis, et au fil des discussions qu'on a eues autour d'un verre, autour d'un repas, c'était souvent autour d'un repas d'ailleurs, est née l'envie de proposer une offre nouvelle aux voyageurs français, axée sur la découverte de la gastronomie en voyage. Parce que dans le secteur du tourisme, et plus particulièrement dans le secteur voyage sur mesure et voyage en petits groupes, il existe des agences spécialisées dans le voyage d'aventure, dans le voyage, on le voit là plus récemment dans le yoga, le voyage culturel, même le voyage religieux. Et on s'est rendu compte qu'il n'existait pas forcément d'acteurs spécialistes du voyage culinaire. Et pourtant, les voyageurs français sont de grands épicuriens. Et c'est né aussi de l'envie de développer, de contribuer à un tourisme plus respectueux des populations locales et d'agir le plus possible dans cette démarche responsable. On a ressenti en tout cas le besoin de proposer des voyages en accord avec nos valeurs et puis aussi avec celles de beaucoup de Français aujourd'hui quand on parle de voyage.
Donc c'est pour ça qu'on a construit Neo Gusto autour de 3 piliers. Le pilier de la gastronomie, qui est le cœur de notre expérience, celle qu'on propose à nos voyageurs, l'immersion locale et le contact avec les habitants, et cette troisième dimension qui est plus la dimension éthique et responsable, donc qui est vraiment globale dans notre manière de construire nos circuits, dans notre quotidien, dans beaucoup de choses. Ça se retrouve dans le choix de nos partenaires, ça se retrouve dans beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aime bien avec le côté culinaire, sans aller dans des 3 étoiles ou quoi que ce soit, c'est qu'on se rend compte quand même que l'art de la table, sous toutes ses formes, c'est quand même un point central de l'hospitalité, de Mhm. l'échange, de la rencontre avec l'autre, etc. Dernièrement, je travaillais sur un projet où justement, depuis l'Antiquité romaine et grecque, etc., il était naturel quand on dressait la table chez soi d'avoir toujours un couvert de prêt pour un voyageur de passage, etc., pour l'accueillir, lui donner la sécurité, l'hébergement, etc. Et puis, il y a des grandes décisions aussi politiques qui ont dû se prendre autour d'une table. Donc, vraiment, l'art de la table, le côté culinaire, c'est très sympa. Puis, c'est aussi une reconnexion avec l'enfance. Moi, je me souviens que, je veux dire, j'ai des souvenirs de la cuisine de ma grand-mère. Elle faisait, il y en avait une qui faisait des frites incroyables, il y en avait une autre qui faisait du riz au lait, et à chaque fois que je mange ce riz au lait, ça me rappelle des histoires, etc. Euh, Dis-moi, c'est quoi exactement les objectifs de ces voyages culinaires? C'est recréer du lien ou c'est encore aller beaucoup plus loin et peut-être, je sais pas, dis-moi. Bah, l'objectif déjà autour de la thématique gastronomie, c'est que l'objectif, c'est que ça rassemble. C'est comme tu l'as dit, c'est un moment de partage. Même si on ne parle pas la même langue, manger, partager un repas, voir comment on produit les produits locaux, ou même cuisiner ou aller sur un marché, on va vraiment partager avec la culture qui nous invite dans son pays justement. Donc l'objectif, c'est de créer du lien, déjà dans un premier temps avec les habitants locaux et de favoriser l'échange tout en mettant les richesses culinaires de chaque pays. Parce que chez Neo Gusto, on part du principe que chaque destination a quelque chose à offrir, même si c'est pas forcément la destination qu'on aurait choisie au niveau pour sa réputation culinaire, il y a toujours quelque chose, que ce soit dans l'art de vivre, dans les traditions, dans, dans la manière de manger, dans les produits qu'on va produire localement. Il y a plein de choses à en apprendre et ça en dit long en fait sur la culture d'une destination. Et on peut en apprendre beaucoup justement sur un pays et sur sa culture par la nourriture et la gastronomie. Mais quand je regardais ton site et les expériences que tu proposais, il y en a une qui m'a interpellé parce que ça m'a rappelé un documentaire avec le chef Malaman Mhm. euh, où justement vous proposez une expérience d'aller à la pêche Mhm. en Patagonie, Mhm. d'aller pêcher le poisson et ensuite de cuisiner. C'est ça. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez sympathique parce que, évidemment, la pêche, et si on fait ça avec des locaux ou quoi que ce soit, ça doit être vraiment une opportunité de créer du lien et de l'échange très fort. Et ensuite, Mhm. évidemment, de pouvoir ensuite cuisiner et déguster ce qu'on a pêché. Et ça doit être quand même qu'un moment de convivialité, non? Exactement, bah, le voyage prend une autre tournure parce que on peut par soi-même aller déguster des plats locaux parce que bah, on peut facilement les repérer, surtout avec toutes les applications qui existent aujourd'hui. Mais, mais après, il y a certaines expériences d'aller en contact vraiment avec les locaux qui ne sont pas forcément toujours bien intégrés dans le secteur du tourisme. Là, on va aller chercher une expérience vraiment différente où on va partager un moment, on va être un moment souvent convivial. Donc l'expérience de la pêche en Patagonie, on le propose aussi au Mexique, dans le Yucatan, où on va aller pêcher avec des habitants du Yucatan et puis ensuite cuisiner le ceviche sur la plage pour vraiment le déguster à la mexicaine. Donc, parce que le Yucatan, c'est quand même une région qui est très fréquentée, parfois trop fréquentée. Donc là, nous, on va essayer de se différencier, d'éviter la région de Cancun, Playa del Carmen ou encore Tulum, et d'aller justement vers des villes peut-être moins visitées. Bon, bien sûr, elles sont connues, mais moins visitées comme Mérida, Valladolid ou la côte du Yucatan, où on va aller faire ce type d'expérience
on va rendre l'expérience unique et on va vraiment en apprendre davantage sur la destination et puis créer du lien avec les habitants. Alors, tu crées ces voyages, tu co-crées ces voyages. Mhm. Euh, comment tu fais? Quels sont tes critères? Comment tu construis ça? Comment tu vas chercher l'information? Est-ce que tu vas sur place? Est-ce que tu vis les expériences d'abord toi et ensuite tu les crées comme une artiste? Comment ça marche? Alors c'est une bonne question parce qu'avec Anne, on a lancé pour l'instant, on a commencé par lancer des destinations qu'on connaissait très bien pour pour y avoir vécu, pour avoir travaillé là-bas ou avoir travaillé avec ces destinations-là dans les différentes expériences et tout au cours de notre vie. Donc on a commencé avec des destinations bizarrement assez lointaines comme le Mexique, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'île de la Réunion. Et donc on connaissait déjà le terrain, on avait déjà une bonne connaissance de la culture sur place, de la gastronomie. Et après, nous, notre gros travail, une fois qu'on avait cette connaissance du terrain, c'était surtout de trouver des partenaires locaux avec qui co-construire, parce qu'on ne fait pas tout toute seule, sinon ça serait plus l'essence du projet, mais de co-construire de co-construire avec des acteurs sur place ces itinéraires culinaires inspirationnels. Donc après, le choix se fait c'est le choix de nos partenaires. On fait le choix de travailler avec des partenaires qui sont engagés, qui ont des pratiques responsables sur place, localement, de favoriser des réceptifs et des agents locaux qui ont des entreprises à taille humaine, souvent francophones, qui ont une connaissance de la clientèle francophone et une très bonne connaissance terrain avec un réseau d'acteurs, de chefs, de petits producteurs, de familles locales pour pouvoir vraiment recréer ces expériences-là. C'est pas recréer, c'est créer ces expériences-là. Et puis des réceptifs, des agences qui ont qui proposent des expériences vraiment qualitatives et qui ont cette envie de développer avec nous des expériences culinaires différentes de ce qui se propose, de ce qui est proposé déjà sur le marché. Alors pourquoi l'immersion est aussi importante? Elle fait partie des trois piliers. Alors pour moi, c'est que l'immersion, il y a pas de découverte culinaire sans immersion, parce que c'est par la rencontre des habitants qu'on découvre la vraie gastronomie locale, la gastronomie authentique. Partager un repas chez l'habitant, manger une soupe de nouilles au Vietnam dans un coin de rue, découvrir le petit stand de tacos au Mexique où on va manger les vrais tacos de Cochinita Tapiville. C'est par les habitants, par leur passion, et puis c'est eux en fait, c'est les habitants locaux qui sont en possession de la connaissance justement et de la richesse culinaire de leur pays, de leur tradition. Et en travaillant sur ce projet, quel impact ça a eu sur toi? Je fais enfin un métier qui m'épanouit pleinement. Je suis fière de mener ce projet, cette entreprise, de créer ça, parce que je crois en Neo Gusto. Je suis en contact quotidiennement avec des personnes passionnantes, que ça soit ici en France avec nos clients euh, qui sont passionnés en général, les partenaires locaux qui regorgent d'idées toujours, et puis ça lie deux passions qui nous réunissent, le voyage et la gastronomie. Et puis je suis assez fière aussi de pouvoir développer, je suis contente surtout de pouvoir développer un tourisme plus responsable, en tout cas au niveau social et sur l'impact au niveau social et économique. Alors, tu peux nous en dire un peu plus justement? Ça veut dire quoi? Comment tu fais ça? L'impact positif, ça se matérialise par plusieurs critères. Déjà, l'essence de Neo Gusto, l'objectif, c'est de préserver et de valoriser le patrimoine culinaire de la destination qu'on va visiter, en conservant ses traditions, en mettant en valeur son art de vivre, en mettant en valeur les produits d'exception que chaque destination produit. Mais ça va être aussi tout un travail de sensibilisation du voyageur, c'est-à-dire avant le voyage, déjà, avant même qu'ils viennent vers nous, on va créer du contenu pour mettre en valeur l'art de vivre
et la richesse de chaque destination sur les réseaux sociaux ou de manière générale tout le contenu qu'on va créer sur notre blog, en participant à ce type de podcast par exemple. Et c'est aussi tout l'échange, une fois que le voyageur nous contacte, l'échange qu'on va avoir avec lui dans l'élaboration du circuit, de son voyage, c'est lui proposer, c'est l'inciter à voyager le plus responsablement possible, l'inciter à choisir des alternatives de transport plus doux, c'est choisir des hébergements engagés ou aller chez l'habitant, et puis orienter le voyageur dès la conception, en fait, à un voyage plus responsable, en l'orientant aussi surtout, bien sûr, vers des expériences qui permettent de rencontrer, d'être en immersion locale. Ensuite, il y a aussi le carnet de voyage qu'on envoie à nos voyageurs avant le départ. Au-delà des informations sur les formalités administratives et sur les conditions sanitaires, on lui fournit on lui partage des informations sur la gastronomie du pays. Et puis en fin de carnet de voyage, on lui édite un petit guide du voyageur responsable pour lui donner des bonnes pratiques sur place à destination. Donc ça, c'est pour la partie vraiment sensibilisation du voyageur. Après, comme je te le disais, il y a aussi toute une partie, un travail qui est fait sur la construction et l'élaboration de nos circuits, d'intégrer le plus possible un maximum de rencontres locales dans notre production, dans nos circuits, des expériences qui bénéficient directement à l'économie locale, de mettre en avant aussi, dès qu'on peut, des régions moins fréquentées pour éviter le tourisme de masse et puis la surfréquentation de certains lieux. On l'a fait récemment, un super itinéraire au Mexique où on a emmené un chef, on a retracé le circuit d'un chef qui est parti dans la région de Puebla et de Veracruz au Mexique, qui sont juste à côté de Mexico City, pas très fréquentées, mais une mine d'or au niveau culinaire. Et puis, comme je te l'expliquais, le choix de nos partenaires, ça va être un critère vraiment important en amont dans l'élaboration de nos circuits. Ça passe aussi par le choix de la taille du groupe, parce qu'on propose des voyages sur mesure, mais on propose aussi des voyages en petits groupes. Donc, on va vraiment favoriser et proposer des séjours en petits groupes entre 6 et 12 personnes, pour garder ce côté intimiste et puis favoriser l'immersion sans envahir la population qui nous accueille. Et puis là, plus récemment, je te disais qu'on a commencé à développer des destinations lointaines parce qu'on connaissait bien ces destinations-là. Mais là, l'objectif cette année, c'est de développer des circuits plus proches, en Espagne, en Italie, de la micro-aventure en France pour que ça soit accessible en train aussi. Et puis le dernier pilier, je dirais, c'est la grosse problématique d'aujourd'hui, c'est l'aérien. On essaie de limiter un maximum, en tout cas au moment de l'élaboration des circuits, les vols intérieurs pour encourager les voyageurs à rester minimum 2-3 nuits par étape, quand c'est pour les destinations où c'est possible. Et puis là, plus récemment, on a entrepris une action pour contribuer localement. On reverse, en tout cas, on a commencé avec le désert du Sahara, une famille de Bédouins a reversé une partie de notre marge à une association locale qui contribue du coup au développement d'un petit village sur place, et c'est directement lié avec la famille de Bédouins avec lesquels on travaille, et on aimerait la développer. C'est prévu, avoir cette retombée locale économique, cette retombée économique au niveau local dans toutes les destinations qu'on propose. Donc là, c'est encore en définition. On a rendez-vous avec un consultant pour nous aider justement à réfléchir à cette stratégie pour avoir un petit impact économique, reversé, contribuer comme on peut au niveau local. Dis-moi, de passer de salarié à entrepreneur. Facile, pas facile? Comment ça se passe? C'est magique. Moi, je dirais, dans un premier temps, c'est magique parce que c'est passionnant. J'ai appris plus là en 3 ans qu'en 10 ans d'expérience avant. Donc c'est passionnant. Après, quand on monte son entreprise, le gros challenge, c'est de trouver des clients, de se faire connaître. Donc au niveau financier, il y a toujours un enjeu et un stress un peu permanent, même si on est convaincu soi-même que l'idée est chouette et qu'autour de nous, on nous le confirme,
être entrepreneur, c'est challengeant. Donc voilà, je dirais stimulant, passionnant, mais challengeant. Et si tu avais un conseil à donner, il y a peut-être des jeunes auditeurs qui veulent se lancer dans une aventure entrepreneuriale. S'il Mhm. y avait un conseil que tu pourrais leur donner, ce serait lequel? Alors j'en donnerai deux. D'accord. Je suis un peu têtue. Ok. C'est pour moi l'entrepreneuriat, je vois ça un petit peu comme un marathon. C'est une course sur du long terme, donc faut être patient. C'est pas forcément ma plus grande qualité, mais c'est être patient parce que les retombées sont les retombées qu'on souhaiterait en tout cas sont pas immédiates. Et puis c'est s'investir et plonger dans un projet qui nous passionne parce que sans passion, bah justement ce travail de longue haleine et de patience, elle est pas possible. Hmm. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce projet te représente bien. Je m'explique. Donc, on a passé quelques jours ensemble dernièrement, où on a pu échanger de différentes manières informelles, etc. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que à cette occasion, j'ai rencontré quelqu'un qui était très sympathique, mais surtout qui avait beaucoup de douceur et de bienveillance à l'égard de l'autre, et qui était dans l'échange, dans le partage. Et je trouve pourquoi ça te correspond, c'est parce que autour d'une table, ça doit être ça. Je veux dire, il y a le côté hospitalité, recevoir, accueillir l'autre, mais il y a aussi le côté partage, apprendre des uns et des autres. Et je trouve que ce côté culinaire te correspond très bien. Il y a cette douceur, il y a cette envie de faire plaisir. Il y a, il y a une notion, et c'est pas péjoratif ce que je dis, et il y a une notion d'amour, de donner, de faire Mmh. plaisir, d'offrir. Et je trouve que ça fait, déjà, ça montre ta générosité humaine, et je trouve que ça, c'est très important. Et c'est très sympathique. Vraiment, bravo, bravo. Bah, écoute François, je te remercie, ça me fait plaisir. Ah, Un grand merci. oui. C'est vrai que Alors, j'ai une autre question. Euh, Elle est plus générale, mais elle te concerne comme elle nous concerne tous. Optimiste ou pessimiste? optimiste, Pourquoi? parce que sinon on n'avance pas. Ouais. Optimiste parce que malgré tout ce qu'on entend aux informations, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même de très belles choses, de très belles initiatives et on est quand même entouré de belles personnes. Hem et c'est une question Ah ouais, 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 je sais, je sais. qui mérite de À chaque fois, on me dit, dis donc, c'est pas sympa ton truc là. parce que optimisme, parce que si on n'est pas dans cette dynamique-là, justement, pour continuer à aller de l'avant et agir positivement, c'est compliqué parce que au quotidien, si on s'entoure pas de personnes positives et si on se force pas aussi à être positif pour avancer, c'est compliqué. Mhm. Et si on est tous pessimistes, on va tous se tirer vers le bas. Donc là, c'est des grandes phrases, mais Ouais, c'est ouais. comme ça que je vois les choses. Et avec Anne aussi, on a beau être toutes les deux très différentes, on se rejoint là-dessus. On est deux personnes très, très positives, je pense. Enfin, en tout cas, optimistes. Optimistes. D'accord. Et j'allais oublier la question essentielle. On parle on parle aujourd'hui de voyage culinaire. Mhm. Es-tu une bonne cuisinière? Alors moi, j'adore cuisiner. Vraiment, j'adore cuisiner. Je suis pas chef. Je sais pas si je cuisine bien. J'ai pas fait d'études j'ai pas de parcours universitaire dans le secteur de la gastronomie, mais c'est une vraie passion au quotidien qui m'anime. Parfois, ça en devient obsessionnel. Ah oui? Je me couche en pensant à ce que je vais manger. Je me réveille en pensant à ce que je vais manger. Eh Et ben, pour la petite anecdote, je me rappelle, enfin, ma maman me répète souvent que le jour de mon baptême, j'avais 2 ans et je suis la seule enfant qui suis restée 3 heures à table à manger sans bouger. Non, je prends énormément de plaisir à manger et c'est un sujet qui me passionne. Et cuisiner, bah justement, maintenant que t'en parles, cuisiner pour moi, ça a un effet, un impact un peu méditatif parce que mhm.
nos 5 sens. C'est peut-être une des seules activités qui fait que nos 5 sens sont en éveil, nos 5 sens sont en action. Et ça, cet effet méditatif. Et puis le fait de préparer un repas, comme tu le disais, c'est pouvoir le partager. Tu partages un moment, que ça soit avec ton associé, tes parents, ta famille, ton copain, même entre collègues. Il y a beaucoup de business aussi qui se clôturent autour d'un repas. C'est un moment où on va convivial, on va se détendre et puis on va mettre en éveil nos 5 sens. Très bien. Écoute Iris, je te remercie beaucoup pour ce temps partagé ensemble. Je te souhaite très bonne continuation, impatient de voir les nouvelles destinations de Neo Gusto. Merci beaucoup François, merci pour cette opportunité et puis c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis de partager la passion autour de la gastronomie. Un grand merci. Et moi, l'art culinaire, ça me plaît. Alors, je suis pas un super cuisinier, j'ai une épouse qui cuisine très bien, mais j'adore être autour d'une table. Pas 3 heures, là, à un moment, il faut que j'aille faire la sieste. J'avais 2 ans. Oui, mais moi, j'ai connu des repas de famille qui duraient 3, 4, 5 heures, et c'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Donc, mais non, c'est vrai que cuisiner, la bonne cuisine, la cuisine familiale, tout ça, je trouve que c'est assez sympathique et je suis toujours à la fois émerveillé et surpris quand je vois une recette qui est traditionnelle, je sais pas, le bœuf bourguignon ou quoi que ce soit, et que chacun y met sa petite touche parce que c'est sa culture, c'est son expérience, c'est un secret de sa grand-mère ou quoi que ce soit, et qu'on arrive toujours à modifier les choses. Il y a un côté très artistique, quoi, dans la cuisine. Ah oui, complètement. La seule cuisine auquel je ne touche pas, c'est la pâtisserie, parce qu'il faut être très minutieux et ça, Ouais. justement, pour moi, ça me coupe la créativité. Ouais. C'est un peu plus compliqué la pâtisserie. Non, Quoique, les voyageurs français c'est des grands épicuriens qui recherchent ça justement, et on le voyait avec Anne dans nos dernières expériences en agence de voyage, c'est que la plupart des demandes que l'on recevait étaient en demande d'activités autour de la cuisine et de l'immersion. Donc c'est parfois expressément demandé ou alors sur place. C'est ce que les voyageurs en général vont chercher, même sans passer par une agence de voyage. Et le repas, ça soude. ouais, exactement. Ça, tout conflit peut se résoudre autour d'une table. C'est ça. Bien. Mais c'est... C'est vrai, hein, c'est vrai. Iris, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.